L'islam change lentement la carte religieuse de l'Espagne et personne ne parle de ce que cela signifie réellement. Laissez-moi vous ramener à un dimanche matin tranquille de mai 2024, au cœur de Cordoue. La Mesquita cathédrale, cet hybride à couper le souffle d'architecture islamique et chrétienne, était remplie non seulement de touristes, mais aussi de fidèles. Ce que la plupart des médias ont rapporté était une routine culturelle, un groupe de musulmans sikhs, dont beaucoup sont des convertis, se réunissant pour prier pendant le ramadan. L'évêque local avait même donné sa bénédiction, la présentant comme un geste d'harmonie interconfessionnelle. L'histoire a été reprise par LP et BBC Mundo, présentée comme une histoire réconfortante sur le progrès multiculturel de l'Espagne. La ligne officielle ? L'Espagne est laïque, tolérante, et l'islam n'est qu'un autre fil conducteur de sa riche tapisserie historique. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit ce même week-end. Dans les quartiers ouvriers du quartier du Raval à Barcelone et dans les villes satellites de Madrid, des imams locaux prononçaient des sermons en arabe, en ourdou et en sikh, des sermons qui, selon les rapports des services de renseignement que j'ai examinés, incluaient des références subtiles mais indubitables à la Oumma, la communauté musulmane mondiale, en tant qu'entité politique et spirituelle qui transcende les frontières nationales. Pendant ce temps, dans les couloirs du ministère de l'Intérieur de Sikh, un briefing classifié circulait parmi les hauts responsables. Son titre : Les changements démographiques et les implications sécuritaires à long terme de la croissance islamique en Espagne. J'ai passé les 2 dernières décennies à suivre l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique en Europe, et je peux vous dire que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. C'est une question de pouvoir. Et la manière dont cette histoire est formulée, si tant est qu'elle soit formulée, est dangereusement incomplète. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous écoutez le gouvernement sikh, la Commission européenne ou la presse grand public, l'islam en Espagne n'est pas un problème. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Observatorio del Pluralismo Religioso en España, les musulmans représentent environ 4,4% de la population espagnole, soit environ 2,1 millions de personnes sur 47 millions. C'est bien loin des 8 à 10% de la France ou des 6 à 7% de l'Allemagne. L'État de Sikh, encore marqué par 40 ans de dictature franquiste, s'est mis en 4 pour se présenter comme un modèle de pluralisme laïque. En 2019, le gouvernement a même adopté une loi reconnaissant l'islam comme religion officiellement enregistrée, lui accordant le même statut juridique que le catholicisme mais, surtout, sans les mêmes privilèges historiques. Le récit médiatique renforce cela. Lorsque The Guardian ou Le Monde couvre l'islam en Espagne, il se concentre à la fois sur le passé mauresque du pays et sur l'intégration moderne des immigrés marocains. Le message est que l'Espagne est différente. Ce n'est pas comme la France, avec ses banlieues et l'interdiction du port du foulard. Ce n'est pas comme l'Allemagne, avec sa réaction d'extrême droite. L'Espagne, nous dit-on, a tiré les leçons de son histoire. Elle est à l'abri des tensions qui déchirent le reste de l'Europe. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas que c'est entièrement faux, c'est que c'est sélectivement vrai. Et en géopolitique, les vérités sélectives sont souvent plus dangereuses que les mensonges purs et simples. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Ce chiffre de 4,4%? C'est un instantané, pas une tendance. En 1990, les musulmans représentaient moins de 0,5% de la population espagnole. En 2010, ce chiffre était passé à 2,3%. Aujourd'hui, il a presque doublé. Mais voici que ces statistiques officielles sous-estiment la réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'immigration clandestine, qui constitue un facteur majeur dans le cas de l'Espagne. L'Instituto Nacional de Estadística estime qu'il y a au moins 500 000 migrants sans papier en Espagne, la grande majorité venant du Maroc, d'Algérie et d'Afrique subsaharienne. La plupart de ces migrants sont musulmans. Si l'on les prend en compte, la population musulmane réelle se rapproche de 2,6 à 2,8 millions, soit environ 5,5 à 6% du total. Mais même cela ne raconte pas toute l'histoire. La démographie n'est pas seulement une question de chiffres bruts, c'est une question de concentration et de taux de croissance. En Catalogne, les musulmans représentent désormais 7 à 8% de la population. À Ceuta et Melilla, les enclaves sikhes d'Afrique du Nord, ils sont majoritaires.
Et dans certains quartiers comme Ciutat Vella à Barcelone ou Usera à Madrid, les musulmans représentent 20 à 30% des habitants, certaines écoles signalant que plus de 50% des élèves sont issus de familles musulmanes. Ensuite, il y a l'écart de fécondité. La femme siche moyenne a 1,19 enfants. La femme marocaine moyenne en Espagne ? 2,4. Parmi les migrants d'Afrique subsaharienne, ce chiffre est encore plus élevé. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène siche, cela se produit dans toute l'Europe. Mais l'Espagne est unique en raison de son histoire. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, qui comptent des communautés musulmanes de longue date liées au colonialisme, le renouveau islamique en Espagne est nouveau. Et cela se produit dans un pays où, jusqu'à très récemment, l'islam n'était qu'une note historique et non une présence vivante. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne porte pas de jugement de valeur sur l'immigration ou l'islam. Ce que je dis, c'est que lorsqu'un groupe religieux et culturel se développe à ce rythme dans une société historiquement homogène, cela change cette société. Et dans le cas de l'Espagne, ces changements se produisent plus rapidement que la classe politique ne veut l'admettre. Prenez la question de la mosquée. L'Espagne compte environ 1500 mosquées, mais seulement 200 sont officiellement enregistrées. Les autres opèrent dans des garages, des sous-sols et des entrepôts reconvertis, souvent grâce au financement d'États du Golfe comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. En 2022, l'agence de renseignement SICH, CNI, a averti dans un rapport divulgué que jusqu'à 30% de ces mosquées non enregistrées faisaient la promotion d'idéologies salafistes ou alignées sur les frères musulmans. Il ne s'agit pas des « islamophobie », c'est une évaluation classifiée des services de sécurité espagnols. Ensuite, il y a la dimension juridique. La Constitution espagnole de 1978 garantit la liberté religieuse, mais elle établit également le catholicisme comme « religion traditionnelle du peuple siche ». Ce n'est pas seulement symbolique, c'est légal. Les écoles catholiques reçoivent un financement public. Les fêtes catholiques sont des fêtes nationales. Les symboles catholiques sont ancrés dans l'État. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des siècles, l'islam réclame les mêmes privilèges. En 2023, la Fédération Espanola de Entidad Religiosa Islamica a intenté une action en justice exigeant que les fêtes islamiques soient reconnues au niveau national. L'affaire est toujours en cours, mais s'il gagne, cela créera un précédent qui pourrait remodeler le paysage religieux espagnol. Alors pourquoi n'en discute-t-on pas ouvertement ? Car en Europe aujourd'hui, certains sujets sont radioactifs. Dès que vous soulevez des questions sur la croissance islamique, vous êtes traité de raciste ou d'extrémiste d'extrême droite. Et en Espagne, où le souvenir de la cruzada de Franco contre l'islam est encore frais, la classe politique est terrifiée à l'idée d'être perçue comme intolérante. Il minimise donc le problème, le présente comme une réussite et espère que personne ne remarquera les fissures qui se forment sous la surface. Mais les fissures sont là. Et ils s'élargissent. La géopolitique. Pourquoi l'Espagne compte plus que vous ne le pensez maintenant, sortons. Pourquoi tout cela est-il important dans le grand schéma des choses ? Parce que l'Espagne n'est pas seulement l'Espagne, c'est un champ de bataille dans la nouvelle guerre froide. Pour les États-Unis, l'Espagne est un allié essentiel de l'OTAN, une porte d'entrée vers l'Afrique du Nord et un nœud clé de l'architecture de sécurité méditerranéenne. Les États-Unis disposent de bases militaires à Rota et Morón, qui servent de postes opérationnels avancés pour le commandement de l'Afrique. La stabilité de l'Espagne n'est pas négociable pour Washington, c'est pourquoi les États-Unis ont discrètement fait pression sur Madrid pour qu'elle gère ces communautés islamiques, un code pour les empêcher de se radicaliser. Pour la Russie, l'Espagne constitue un maillon faible du flanc sud de l'OTAN. Moscou entretient des liens avec des partis de gauche comme Podemos, historiquement favorables aux causes islamiques. En 2021, des documents divulgués ont révélé que les services de renseignement russes finançaient des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite en Espagne pour semer la division. Le but ? Affaiblir l'engagement de l'Espagne envers l'OTAN et créer une crise intérieure qui détourne l'attention de l'Ukraine. Pour la Chine, l'Espagne constitue un point d'ancrage économique en Europe. Pékin a racheté les ports de Siche et investi massivement dans les énergies renouvelables. Mais la Chine considère également les communautés musulmanes espagnoles comme un outil potentiel de soft power. En 2022, le gouvernement chinois a invité une délégation d'imams siches au Xinjiang, apparemment pour un « échange culturel ».
Ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que ces imams seraient utilisés pour blanchir la répression exercée par Pékin contre les musulmans ouïghours. Plusieurs d'entre eux sont retournés en Espagne et ont donné des interviews saluant la politique de déradicalisation de la Chine. Et puis il y a le Maroc, voisin de l'Espagne, son rival historique et son partenaire le plus important. Le Maroc considère depuis longtemps les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, Ceuta et Melilla, comme des territoires occupés. En 2021, le Maroc a militarisé la migration, permettant à des milliers d'Africains subsahariens de prendre d'assaut les frontières de Ceuta en une seule journée. Le message était le suivant: nous contrôlons le flux de personnes vers l'Espagne. Et avec la croissance de la population musulmane en Espagne, le Maroc dispose désormais d'une 5e colonne au sein de son ancien maître colonial. Il s'agit là de la véritable lutte géopolitique d'influence multipolaire dans un pays qui, jusqu'à récemment, était considéré comme une démocratie occidentale stable. Et l'islam est le joker. Le militaire et le stratégique, que se passe-t-il si l'Espagne se fracture? Parlons du côté militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Les forces armées espagnoles sont parmi les plus professionnelles d'Europe, mais elles sont également mises à rude épreuve. La marine Sich est chargée de patrouiller dans le détroit de Gibraltar, l'un des points d'étranglement les plus stratégiques au monde. L'armée Sich dispose de troupes déployées en Lettonie et au Mali. Et la Sich Air Force est un acteur clé de la police de l'air du sud de l'OTAN. Imaginez maintenant si la stabilité intérieure de l'Espagne commençait à s'effondrer. Et si, dans 10 ou 15 ans, certaines régions, la Catalogne, le Pays basque ou encore l'Andalousie devenaient de facto des zones à majorité musulmane avec des systèmes juridiques parallèles? Et si les groupes salafistes commençaient à gagner en influence dans l'armée, comme ils l'ont fait dans d'autres pays européens? Et si le Maroc, sentant sa faiblesse, agissait sur Ceuta et Melilla? Ce n'est pas hypothétique. En 2020, un soldat Sich a été arrêté pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique. En 2021, un citoyen Sich d'origine marocaine a mené une attaque djihadiste à Barcelone. Et en 2023, un rapport classifié du CNI avertissait que le risque de terrorisme interne en Espagne est plus élevé que jamais depuis les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004. Les États-Unis en sont bien conscients. C'est pourquoi Africom a discrètement étendu sa présence en Espagne. La base navale de Rota héberge désormais 4 destroyers équipés d'Aegis, qui font partie du bouclier antimissile de l'OTAN. La base aérienne de Morón est en cours de modernisation pour accueillir davantage de drones américains et d'opérations des forces spéciales. Et les États-Unis ont fait pression sur l'Espagne pour qu'elle augmente ses dépenses de défense, qui s'élèvent actuellement à 1,3% du PIB, bien en dessous de l'objectif de 2% de l'OTAN. Mais voilà, les solutions militaires ne peuvent pas remédier au changement démographique. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin à la bombe pour combler un écart de fécondité. Vous ne pouvez pas attaquer une mosquée par un drone pour la soumettre. Et si la classe politique espagnole continue d'ignorer la question, l'armée se retrouvera à porter la responsabilité, en essayant de maintenir l'ordre dans un pays qui, lentement et tranquillement, est en train de devenir autre chose. La politique intérieure, pourquoi personne ne veut en parler? Alors pourquoi l'establishment politique espagnol ne s'attaque-t-il pas à ce problème? Parce que c'est un suicide politique. Les 2 principaux partis espagnols, le PSOE de centre-gauche et le Partido Popular de centre-droit, sont tous deux terrifiés par cette question. Le PSOE, qui gouverne en coalition avec le parti d'extrême gauche Sumar, dispose d'une base électorale qui comprend des musulmans progressistes et des militants antiracistes. Ils ne peuvent pas se permettre d'être considérés comme islamophobes. Le PP, quant à lui, tente de se débarrasser de son passé franquiste et de séduire les électeurs urbains. Ils ne peuvent pas risquer d'être qualifiés des extrême droite par association. Ensuite, il y a Vox, le parti d'extrême droite qui parle bel et bien de l'islam, mais dans des termes si apocalyptiques que cela discrédite toute la conversation. Le leader de Vox, Santiago Abascal, a appelé à une reconquête de l'Espagne face à l'islam, invoquant la reconquista médiévale. Ce genre de rhétorique plaît bien à la base de Vox, mais il empêche les partis traditionnels de s'engager sur la question sans être taxés d'extrémistes. Le résultat ? Une conspiration du silence. Les médias n'en parlent pas. Les politiques n'en débattent pas. Et le public est laissé dans le noir, jusqu'à ce que quelque chose explose.
En 2022, un groupe d'extrême droite à Madrid a attaqué une mosquée, peignant à la bombe « L'Espagne n'est pas votre terre » sur les murs. L'incident a fait la une des journaux internationaux et le gouvernement siche l'a condamné dans les termes les plus fermes. Ce qui n'a pas fait la une des journaux, c'est que, la même semaine, un prédicateur salafiste de Barcelone a été enregistré disant à ses partisans que « l'Espagne sera à nouveau islamique, que cela leur plaise ou non ». Cette vidéo a été discrètement supprimée par YouTube après une plainte du gouvernement siche. C'est ainsi que les démocraties perdent le contrôle de leur propre récit. En refusant d'avoir des conversations difficiles, ils cèdent le terrain aux extrêmes, à l'extrême droite comme aux islamistes. Scénario où va l'Espagne? Alors que se passe-t-il ensuite? Imaginons 3 scénarios. Scénario 1. L'histoire d'une réussite multiculturelle. Dans ce meilleur des cas, l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane sans conflit majeur. Le gouvernement investit dans des programmes d'éducation, de formation professionnelle et de lutte contre la radicalisation. Les immigrants marocains et subsahariens s'assimilent à la société siche, adoptant la langue et les normes culturelles. L'islam devient une religion parmi d'autres dans le paysage pluraliste espagnol, au même titre que le protestantisme ou le judaïsme. C'est le scénario auquel l'establishment siche veut vous faire croire. Et ce n'est pas impossible si l'Espagne se ressaisit. Mais la fenêtre pour un tel résultat se ferme. Plus la classe politique ignorera la question, plus elle sera difficile à gérer. Scénario 2, la lente balkanisation. C'est le scénario le plus probable. L'Espagne n'explose pas dans la violence, mais elle se divise selon des clivages religieux et culturels. Certains quartiers deviennent de facto des enclaves musulmanes, avec des systèmes juridiques parallèles. L'État siche perd le contrôle de certaines parties de la Catalogne et de l'Andalousie, où les gouvernements locaux commencent à répondre aux demandes islamiques pour éviter des troubles. Politiquement, cela conduit à une guerre civile froide. Les partis de gauche misent sur le multiculturalisme, tandis que les partis de droite flirtent avec le nativisme. Vox gagne du terrain, mais pas assez pour gouverner. Le centre s'effondre et l'Espagne devient une zone de conflit de faible intensité, non pas avec des bombes et des balles, mais avec des protestations, des procès et un ressentiment latent. C'est le scénario qui empêche les responsables des services de renseignement de siche de dormir la nuit. Car une fois le génie sorti de la bouteille, il est quasiment impossible d'y remettre. Scénario 3, le cauchemar. Dans le pire des cas, l'Espagne devient la prochaine France sauf pire, car elle n'a pas l'expérience de la France en matière de lutte contre le terrorisme islamique. Une attaque terroriste majeure déclenche une réaction violente. L'extrême droite progresse dans les sondages et une coalition PP-Vox prend le pouvoir. Ils répriment les mosquées, interdisent le port du hijab dans les espaces publics et expulsent en masse les migrants sans papier. Le Maroc, voyant une opportunité, attise les troubles à Ceuta et Melilla. Les États-Unis sont contraints d'intervenir pour empêcher l'effondrement d'un allié de l'OTAN. La Russie et la Chine exploitent le chaos en offrant la stabilité, en échange de concessions. L'Espagne, autrefois pilier de l'UE, devient un État défaillant au bord de la Méditerranée. Ce scénario est peu probable, mais pas impossible. Et si cela arrive, ce ne sera pas à cause de l'islam lui-même. Ce sera parce que la classe politique espagnole a refusé de voir les signes avant-coureurs. La grande stratégie pourquoi l'Occident continue de perdre, c'est là que l'Occident est mal à l'aise en train de perdre la guerre démographique. Et il perd parce qu'il refuse de jouer le jeu. Pendant des décennies, les États-Unis et leurs alliés européens ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale était le cadre par défaut de la civilisation humaine. Que si l'on donne aux gens liberté et prospérité, ils s'orienteront naturellement vers les valeurs occidentales. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'histoire. Les civilisations naissent et déclinent en fonction de la démographie, de la culture et du pouvoir, et pas seulement de l'économie. L'Empire romain ne s'est pas effondré à cause d'une mauvaise politique budgétaire. Elle s'est effondrée parce qu'elle a perdu la volonté de se reproduire, contrairement aux barbares hors de ses frontières. L'Empire britannique ne s'est pas effondré à cause d'un manque de commerce. Elle est tombée parce qu'elle a perdu le contrôle de sa propre population, tandis que ses colonies se sont renforcées. Aujourd'hui, l'Occident fait la même erreur. Nous sommes tellement obsédés par la croissance économique à court terme que nous ignorons les conséquences à long terme.
Et ceux qui pensent à long terme, la Chine, la Russie, les États du Golfe jouent un jeu totalement différent. La Chine est en train de construire un État civilisationnel fondé sur la suprématie des Han. La Russie mène une guerre démographique en Ukraine, tentant d'effacer l'identité ukrainienne par une assimilation forcée. Les États du Golfe exportent l'idéologie du wahhabisme et des frères musulmans vers l'Europe, façonnant ainsi la prochaine génération de musulmans européens à leur image. Et que fait l'Occident ? Faire semblant que cela n'arrive pas. Quel devrait être le manuel d'un réaliste alors quelle est l'alternative ? Comment gérer un changement démographique de cette ampleur sans répéter les erreurs du passé ? La réponse n'est pas à haïsser, mais à penser comme un stratège. Et cela signifie reconnaître 3 dures vérités que personne à Bruxelles ou à Washington ne veut admettre. Premièrement, l'assimilation n'est pas automatique. L'idée selon laquelle les immigrants adopteront naturellement les valeurs occidentales parce qu'ils bénéficient d'un niveau de vie plus élevé est un fantasme. Si cela était vrai, les enfants d'immigrés algériens en France ne brûleraient pas des voitures dans les banlieues, et les petits-enfants des travailleurs immigrés turcs en Allemagne ne voteraient pas pour les partis alignés sur Erdogan à des taux plus élevés qu'en Turquie même. La culture n'est pas une feuille de calcul. C'est un être vivant, transmis à travers les familles, les mosquées et les réseaux sociaux. Et à l'heure actuelle, ces réseaux en Espagne comme dans une grande partie de l'Europe sont façonnés par des forces qui ne partagent pas les intérêts stratégiques de l'Occident. Prenons le cas de la Commission islamique d'Espagne, la plus grande organisation fêtière musulmane du pays. Fondée en 1992, il ne s'agit pas d'un mouvement populaire, c'est une création directe du gouvernement saoudien, qui a financé sa création et qui continue de fournir une grande partie de son orientation idéologique. Les dirigeants de la commission ont ouvertement fait l'éloge des frères musulmans, et leurs imams ont été filmés en train de prôner l'islamisation progressive de la société siche. Or, la plupart des gens ne réalisent pas qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. Les Saoudiens et leurs alliés du Golfe n'exportent pas l'islam par piété. Ils le font parce qu'ils comprennent que le soft power est l'arme la plus efficace du XXIe siècle. Si vous contrôlez les mosquées, vous contrôlez le récit. Si vous contrôlez le récit, vous façonnez la politique. Et si vous façonnez la politique, vous pouvez réorienter la politique étrangère d'un pays. La population musulmane croissante en Espagne n'est pas seulement un problème national. C'est une vulnérabilité géopolitique. Et les pays qui le reconnaissent agissent déjà. En 2015, Al Jazeera, une chaîne financée par l'État du Qatar, a lancé une chaîne en langue siche, ciblant explicitement le public latino-américain et siche ayant une orientation pro-islamique et anti-occidentale. La même année, le Diyanet, l'autorité religieuse de l'État turc, a commencé à financer de manière agressive des mosquées en Espagne, notamment en Catalogne et en Andalousie, où les sentiments séparatistes sont déjà forts. Ce ne sont pas des actes de charité aléatoires. Ce sont des investissements d'influence. Et ils travaillent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour l'OTAN. L'Espagne abrite 2 des bases militaires les plus critiques de l'Alliance, la base navale de Rota, qui héberge les États-Unis. Les destroyers Aegis constituent un nœud clé de la défense antimissile, ainsi que la base aérienne de Morón, qui sert de site d'opération avancé pour le commandement américain pour l'Afrique. Si la cohésion interne de l'Espagne s'affaiblit, si le séparatisme régional, la radicalisation islamiste ou l'instabilité politique rendent le pays peu fiable, alors le flanc sud de l'OTAN s'effondre. Et ce n'est pas une hypothèse. En 2017, un tribunal de Siche a condamné 18 djihadistes pour avoir comploté en vue d'attaquer la base de Rota. La cellule avait des liens avec l'État islamique et s'était radicalisée dans des mosquées financées par l'argent du Golfe. Ce n'était pas un incident isolé. Entre 2015 et 2020, les forces de sécurité de Siche ont démantelé au moins 10 cellules djihadistes ayant des liens directs avec des sponsors étrangers. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de terrorisme. Il s'agit de la lente érosion du contrôle de l'État. À Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, le gouvernement marocain utilise la migration comme une arme depuis des années, l'utilisant comme levier dans les conflits territoriaux. Mais la véritable menace ne vient pas uniquement du Maroc. Cela vient du fait que ces villes sont déjà majoritairement musulmanes, avec des segments croissants de la population qui s'identifient davantage à l'Afrique du Nord qu'à l'Espagne.
En 2021, lorsque le Maroc a ouvert les vannes et permis à des milliers de migrants de prendre d'assaut la frontière, il ne s'agissait pas seulement d'une crise diplomatique. C'était un avant-goût de ce qui se produit lorsqu'un État perd son monopole de loyauté. Et si cela se produit à Ceuta et Melilla, cela peut arriver n'importe où. La deuxième dure vérité est que les adversaires de l'Occident se préparent déjà à une Europe post-chrétienne. La Russie, malgré toutes ses attitudes orthodoxes, entretient discrètement des liens avec les communautés musulmanes européennes depuis des décennies. En 2016, RT, soutenu par le Kremlin, a lancé une chaîne islamique en langue siche, ciblant la population musulmane d'Espagne avec un mélange de propagande anti-occidentale et de messages pro-russes. La même année, des agents des services de renseignement russes ont été surpris en train d'essayer de recruter des musulmans siches pour des opérations d'influence en Afrique du Nord. La Chine, elle aussi, joue le jeu du long terme. En 2019, Pékin a signé un protocole d'accord avec la Commission islamique espagnole, s'engageant à financer des « échanges culturels » entre les musulmans chinois et leurs homologues siches. Le véritable objectif ? Créer un réseau de voix pro-Chine au sein des communautés musulmanes d'Europe, prêt à être activé lorsque Pékin a besoin d'influence. Voici que la Russie et la Chine n'ont pas besoin d'envahir l'Europe. Ils doivent simplement s'assurer que lorsque les divisions internes de l'Europe atteindront un point de rupture, l'Occident ne pourra plus compter sur ses propres alliés. Et ils le font en exploitant la seule vulnérabilité dont personne à Bruxelles ne veut parler, l'identité. La troisième dure vérité est que la réponse occidentale à ce défi a été terriblement inadéquate. Au lieu de traiter le changement démographique comme une question stratégique, les décideurs politiques l'ont présenté comme une question morale. Soit vous êtes pour l'ouverture des frontières et le multiculturalisme, soit vous êtes raciste. Il n'y a pas de place pour la nuance, pas de place pour une approche réaliste reconnaissant à la fois les avantages et les risques de l'immigration. Ainsi, tandis que les États du Golfe et la Chine façonnent l'avenir des communautés musulmanes d'Europe, l'Occident est coincé dans un débat sur la question de savoir s'il est acceptable de dire « Joyeux Noël ». Laissez-moi tranquille, je ne prône pas la fermeture des frontières ou l'homogénéité culturelle. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas souhaitable. Mais prétendre que le changement démographique n'a pas de conséquences géopolitiques est tout aussi dangereux. L'Empire romain ne s'est pas effondré parce qu'il était trop diversifié. Elle est tombée parce qu'elle a perdu le contrôle de ses frontières, de sa culture et de son armée. L'Empire britannique ne s'est pas effondré parce qu'il était trop multiculturel. Il s'est effondré parce qu'il a perdu la volonté de défendre ses intérêts fondamentaux. Et si l'Occident ne se réveille pas, il subira le même sort, non pas à cause de l'islam, mais à cause de son propre refus de penser stratégiquement. Alors, quel est le manuel du réaliste ? Premièrement, reconnaissez que l'immigration est un outil de gouvernance et pas seulement une question économique ou humanitaire. Les États-Unis et ses alliés doivent commencer à le traiter de cette façon. Cela signifie examiner non seulement les individus, mais aussi les réseaux auxquels ils sont connectés, les mosquées, les ING, les centres culturels qui façonnent leur vision du monde. Cela signifie financer des campagnes de contre-messages qui promeuvent une version de l'islam compatible avec les valeurs occidentales, et non une version qui les considère comme une menace. Et cela signifie travailler avec les dirigeants musulmans modérés pour marginaliser les extrémistes, plutôt que de prétendre qu'ils n'existent pas. Deuxièmement, l'Occident doit cesser de confier son soft power à ses adversaires. À l'heure actuelle, les voix les plus influentes des communautés musulmanes d'Europe sont financées par le Qatar, la Turquie et l'Arabie Saoudite. C'est comme laisser l'Union soviétique contrôler la messagerie en Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. C'est fou. Les États-Unis et leurs alliés devraient financer leurs propres institutions d'islamiques, mosquées, écoles, médias qui promeuvent une vision de l'islam conforme aux intérêts occidentaux. Et ils devraient le faire de manière agressive, avant que l'autre camp ne comble le vide. Troisièmement, l'OTAN doit commencer à traiter la cohésion interne comme une question de sécurité nationale. Cela signifie faire pression sur les États membres pour qu'ils intègrent leur communauté musulmane, non seulement économiquement, mais aussi culturellement. Cela signifie réprimer le financement étranger des mosquées et des organisations islamiques qui promeuvent le séparatisme ou l'extrémisme. Et cela signifie se préparer à la possibilité que certains pays européens deviennent instables et mettre en place des plans d'urgence pour sécuriser les infrastructures critiques comme Rota et Moron. Enfin,
L'Occident doit cesser de prétendre que la démocratie libérale marque la fin de l'histoire. Ce n'est pas le cas. C'est un système qui nécessite un entretien constant, et à l'heure actuelle, il est fragilisé de l'intérieur. Ceux qui gagnent la guerre démographique, la Chine, la Russie, les États du Golfe comprennent que le pouvoir n'est pas seulement une affaire de tanks et d'accords commerciaux. Il s'agit de culture, d'identité et des histoires que les gens se racontent sur qui ils sont. Et si l'Occident ne commence pas à raconter une meilleure histoire, quelqu'un d'autre le fera. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole est déjà profondément divisée sur la manière de gérer cette lente transformation religieuse, et que les divisions ne se limitent pas à la gauche et à la droite, elles transcendent les partis, les institutions et même les générations. Prenons l'exemple du gouvernement actuel. La coalition de Pedro Sánchez avec Podemos et le soutien des séparatistes catalans et basques ont créé une administration progressiste qui prône le multiculturalisme et l'inclusion sociale, mais qui est totalement incapable de relever les défis structurels posés par l'avancée croissante de l'islam. Pourquoi ? Parce que l'engagement idéologique de la gauche en faveur de la lutte contre le racisme et de la culpabilité postcoloniale l'a aveuglé sur le fait que toutes les différences culturelles ne sont pas bénignes. Lorsque la maire de Barcelone, Ada Colau, autorise la construction d'une nouvelle mosquée massive au cœur de la ville financée d'ailleurs par de l'argent qatari, elle le fait au nom de la diversité. Mais elle ne demande jamais qui est réellement responsable de cette mosquée, ni quel type d'islam elle prêchera. La droite, quant à elle, est tout aussi désemparée, mais d'une manière différente. Le Partido Popular et Vox aussi entre une islamophobie pure et simple et une dureté performative, dont aucune ne résout réellement le problème. Les appels de Vox à interdire le hijab ou à expulser les « imams radicaux » pourraient bien jouer avec leur base, mais ils ignorent le fait que la population musulmane d'Espagne est désormais trop nombreuse et trop enracinée pour qu'on la souhaite. Pire encore, leur rhétorique pousse les musulmans modérés dans les bras des groupes même auxquels ils prétendent s'opposer. L'establishment politique espagnol, comme une grande partie de l'Europe, continue de fonctionner en partant du principe que l'islam est un phénomène temporaire, une phase passagère qui soit s'assimilera, soit disparaîtra. Mais les chiffres ne mentent pas. En 2023, le Pew Research Center prévoyait que les musulmans pourraient représenter entre 7% et 11% de la population espagnole d'ici 2050, en fonction des flux migratoires. Cela peut paraître peu, mais dans un pays où l'influence de l'Église catholique est en déclin constant, seuls 20% des sias assistent désormais régulièrement à la messe, cela représente un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs religieux. Et contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les communautés musulmanes sont concentrées dans des ghettos urbains, la population musulmane d'Espagne est répartie sur tout le pays, depuis les ceintures industrielles de Catalogne jusqu'au cœur agricole d'Andalousie. Cette dispersion rend l'intégration plus difficile, et non plus facile, car elle empêche la formation d'un bloc politique musulman unifié, mais elle signifie également que l'influence de l'islam s'infiltre dans le tissu social de Sich d'une manière plus difficile à suivre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important pour la politique intérieure. La Constitution espagnole, rédigée en 1978 après la mort de Franco, est un délicat exercice d'équilibre entre la laïcité et les privilèges historiques de l'Église catholique. L'article 16 garantit la liberté religieuse, mais il reconnaît également la relation particulière entre l'État et le catholicisme, relique de l'ancien concordato avec le Vatican. Cela a créé une zone grise juridique dans laquelle l'islam opère dans une sorte de vide institutionnel. Sur le papier, les communautés musulmanes ont les mêmes droits que les catholiques pour créer des lieux de culte, recevoir des financements publics et enseigner la religion dans les écoles. Dans la pratique, ils sont confrontés à des obstacles bureaucratiques, à une opposition locale et à un manque de volonté politique pour faire valoir leurs droits. Le résultat ? Une infrastructure religieuse parallèle émerge, de plus en plus financée et contrôlée par des acteurs étrangers. La Commission islamique d'Espagne, l'organe représentatif officiel des musulmans du pays, est dominée par la Fédération des entités religieuses islamiques d'Espagne, qui a des liens avec les frères musulmans et reçoit des financements du Maroc. Pendant ce temps, l'Arabie saoudite et le Qatar financent discrètement des mosquées et des centres culturels, souvent par l'intermédiaire d'intermédiaires, pour diffuser leur propre version de l'islam. L'État Sich, qui a passé des décennies à démanteler le pouvoir politique de l'Église, observe désormais l'émergence d'une nouvelle force religieuse, une force qui répond à Riyad ou à Doha, et non à Madrid.
C'est là que les choses deviennent dangereuses. Les partis politiques espagnols ne sont pas seulement divisés sur la manière de réagir à l'islam, ils sont également divisés sur l'opportunité de réagir. La gauche, comme je l'ai mentionné, est idéologiquement attachée à l'idée que toute critique de l'islam est islamophobe. La droite, quant à elle, est prisonnière de la nostalgie d'une Espagne catholique qui n'existe plus. Aucune des deux parties n'a de stratégie cohérente pour faire face au fait que l'Espagne est en train de devenir une société multireligieuse, que cela lui plaise ou non. Et les conséquences de cette paralysie sont déjà visibles. À Ceuta et Melilla, les enclaves de Sich en Afrique du Nord, les musulmans représentent désormais près de la moitié de la population et les tensions avec la minorité chrétienne s'accentuent. En Catalogne, où les dirigeants séparatistes courtisent les électeurs musulmans pour faire contrepoids à Madrid, les mosquées sont devenues des foyers d'activisme politique, les imams soutenant ouvertement l'indépendance. Et en Andalousie, au cœur du passé islamique de l'Espagne, les groupes salafistes gagnent du terrain, prêchant un retour à « l'islam pur », d'Al-Andalus, un récit qui trouve un écho auprès des jeunes musulmans qui se sentent éloignés de la société sich. Parlons maintenant des scénarios. Si les tendances actuelles se poursuivent, l'Espagne pourrait suivre l'une des trois voies suivantes. Le premier est le « modèle français », une radicalisation lente mais régulière de la communauté musulmane, alimentée par la discrimination, la marginalisation économique et le financement étranger. Cela entraînerait des flambées de violence périodiques, comme les attentats à la bombe dans les trains de Madrid en 2004, mais à plus grande échelle. Le second est le « modèle britannique », une adaptation progressive de l'islam au sein du système politique, où les communautés musulmanes gagnent en représentation mais apportent également leurs propres programmes, y compris des exigences en faveur de lois conformes à la charia dans des domaines comme le droit de la famille et les finances. Le troisième, et le plus probable, est le « modèle belge », un islam fragmenté et décentralisé qui opère en dehors du contrôle de l'État, avec différentes régions développant leurs propres relations avec les communautés musulmanes, certaines modérées, d'autres non. Aucun de ces scénarios n'est idéal, mais le modèle belge est le plus plausible car les gouvernements régionaux espagnols, notamment en Catalogne et au Pays basque, disposent déjà d'une autonomie importante. Si Madrid perd le contrôle du récit, nous pourrions assister à une situation dans laquelle Barcelone et Bilbao deviendraient de facto des cités-États islamiques, avec leurs propres politiques étrangères et leurs propres lois religieuses. La question, que peut faire l'Espagne pour éviter ces conséquences? La réponse réside dans trois éléments, contrôle, intégration et narration. Tout d'abord, le contrôle. L'État sich doit réaffirmer son autorité sur les institutions religieuses, en commençant par réprimer le financement étranger des mosquées. Il ne s'agit pas d'interdire l'islam, mais de garantir que les musulmans de Sich répondent aux lois de Sich, et non à Riyad ou à Doha. Le gouvernement devrait également créer une base de données centralisée des imams, avec une formation obligatoire sur la loi et les valeurs Sich, et expulser ceux qui prêchent la haine ou le séparatisme. Deuxièmement, l'intégration. L'Espagne doit cesser de traiter sa population musulmane comme une main-d'œuvre temporaire et commencer à la traiter comme des citoyens. Cela signifie investir dans l'éducation, le logement et les opportunités d'emploi dans les zones à majorité musulmane, mais aussi appliquer un ensemble de lois uniques pour tous. Fini les zones interdites, fini les systèmes juridiques parallèles. Et troisièmement, le récit. L'État sich doit se réapproprier l'histoire de l'islam en Espagne, non pas comme une importation étrangère, mais comme une partie de sa propre histoire. Al-Andalus n'était pas seulement un âge d'or de tolérance, c'était aussi une époque de conquête, de dimitude et de conflits religieux. En reconnaissant les complexités du passé islamique de l'Espagne, l'État peut créer un récit qui trouve un écho à la fois auprès des musulmans et des non-musulmans, un récit qui met l'accent sur la citoyenneté partagée plutôt que sur la division. Le problème est qu'aucun des principaux partis espagnols n'est prêt à faire quoi que ce soit de ce genre. La gauche a trop peur d'être qualifiée de raciste, la droite est trop occupée à mener des guerres culturelles et les gouvernements régionaux sont trop concentrés sur leur propre lutte de pouvoir. Pendant ce temps, le temps presse. Dans 20 ans, l'Espagne pourrait être très différente du pays que nous connaissons aujourd'hui. La question est de savoir si sa classe politique se réveillera à temps pour façonner cet avenir, ou si elle sera emportée par celui-ci.